bonjour à tous, on peut commencer. Aujourd'hui, le plaisir, c'est de recevoir Laure Cangeli de l'équipe Poème à l'ANISTA et elle va nous parler de dispersion par des ondes, par des nanoparticules aléatoires. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup aux organisateurs, aux organisatrices de me donner l'occasion de présenter mes travaux. Donc, les travaux que je présente aujourd'hui, c'est une collaboration avec Sonia Fliss, qui est aussi à Poems à l'ANISTA. Et ce travail a commencé quand on a co-encadré Amandine Boucard avec le CEA. Je vais vous présenter quelques simulations numériques de Pierre Boulogne, qui est un autre étudiant que l'on co-encadre avec le CEA sur un sujet un peu connexe. Donc l'objet du travail, c'est le suivant, on s'intéresse à la diffraction en régime fréquentiel par un objet qui est hétérogène. Donc c'est un objet qui est recouvert de couches de matériaux. Et sur cet objet, avec toutes ces couches de matériaux, on a plein de petites particules à la surface de l'objet qui sont réparties aléatoirement. C'est le CEA qui est venu avec nous voir avec ce problème. C'est dans un contexte de design de métamatériaux. Ils se sont rendus compte que si on prenait un objet qui est censé être furtif, donc grâce à ces couches de matériaux, on ajoutait les petites particules dessus, il n'avait pas du tout la même réponse quand on envoyait une incidente dessus. Tout l'objet du travail, c'est de quantifier l'impact des petites particules à la surface de l'objet sur l'onde diffractée. L'onde diffractée, c'est l'onde qu'on récupère quand on envoie une onde sur l'objet. On envoie une onde sur un objet qui a ces couches de matériaux et les particules. On veut quantifier l'impact des petites particules sur l'onde qui nous revient. Donc, il y a deux difficultés. La première, c'est qu'on ne connaît pas la distribution de particules sur un objet donné. Donc, on va avoir recours à une modélisation stochastique pour résoudre ce problème. La deuxième difficulté, elle est d'ordre numérique. C'est qu'on a des différentes échelles dans ce problème. On a déjà la longueur d'onde qui est de l'ordre du centimètre, les couches de matériaux de l'ordre du millimètre et les petites nanoparticules de l'ordre du nanomètre. Donc, si on essaye directement de résoudre soit Helmholtz, soit Maxwell dans ce contexte, ça va être beaucoup trop coûteux. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de remplacer l'objet avec ses couches et les particules par une condition au bord effectif, qui va être posée un peu plus loin. Et ce qu'on veut, c'est que ce modèle effectif approche bien la solution initiale. Et qu'est-ce qu'on entend par bien? On veut quantifier l'erreur entre le modèle effectif et la solution initiale. Donc plus précisément, voici le modèle qu'on considère. On fait une approximation de plan. L'objet, ses couches, ça devient le plan vert, là, sigma 0. Au-dessus de ce plan sigma 0, on a une fine couche de petites particules. Donc, qu'est-ce que j'entends par fine? Les particules, elles ont une taille typique epsilon. Et donc, fine, ça veut dire que la hauteur de ma couche est aussi de l'ordre de epsilon. Donc, typiquement, j'ai 5, 6 petites particules dans ma couche. Donc, quand je vais faire une asymptotique petite particule, ma couche, elle va aussi avoir une épaisseur qui est réduite. Donc, j'appelle P epsilon ma collection de particules et grand D epsilon, ça va être l'espace où est posée mon équation. C'est le demi-plan infini en dehors des particules. Donc, c'est un demi-plan infini aléatoire parce que mes particules, elles sont posées aléatoirement. Donc, je considère l'équation de Helmholtz dans cet espace avec une source F qui est un peu loin de mon plan. Sur mon plan, j'impose une condition de Robin. Donc, pourquoi Robin? Parce qu'en fait, mon plan, je vous ai dit, il modèle déjà l'objet plus les couches. Et donc, les couches sur l'objet font une condition de Robin avec une partie réelle de gamma qui est positive. Sur les particules, je considère une condition de Dirichlet homogène. Donc, ça correspond à une polarisation TE en électromagnétique si vous êtes familier. Et enfin, pour compléter ce problème, il faut une condition aux limites à l'infini, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle une condition de radiation dans ce cas-là. Et là, je l'ai écrit sous forme intégrale. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Je me donne un plan sigma L, et au-dessus de sigma L, je veux que ma solution, elle puisse se représenter ainsi. Donc, ici, on a la fonction de Green de Helmholtz, et ici, on a la trace de epsilon sur sigma L. Donc, j'écris ma condition de radiation sous forme d'équation intégrale pour ma solution. Donc, en ce qui concerne l'état de l'art, si on considère des fines couches homogènes ou des fines couches périodiques, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits dans des cadres, évidemment pas exactement celui-là, mais similaires. Donc, notamment les conditions pour une couche périodique, je veux citer tous les travaux de Bérangère Delhomme pendant sa thèse, et aussi le travail de Jean-Jacques Parigot et Agnès Morel en 2016. Pour des fines couches aléatoires, à notre connaissance, il n'y a pas encore de travaux à part celui qu'on a écrit avec Sonia. Par contre, on a pu s'appuyer sur tous les travaux récents en homogénéisation stochastique quantitative
qui ont pour objet de quantifier les erreurs en homogénéisation stochastique. Et donc, quand on a fait toutes nos estimations d'erreurs, on s'est appuyé sur ces travaux. Donc, d'un côté, on a l'équipe de Stella Armstrong, Tourno Puisi et Jean-Christophe Moura. Et de l'autre, l'équipe d'Antoine Gloria, Stéphane Kahn et Félix Otto, qui ont fait des travaux de quantification de ces erreurs sur lesquels on s'est appuyé. Et en fait, notre travail, il ressemble plus à ce qui a été fait en termes de surface rugueuse, notamment dans le cadre de Stokes. Donc, David Gérard-Barré, il a fait toute une série de travaux là-dessus, sur lesquels on s'est aussi appuyé. Donc déjà, je vais me concentrer un peu sur le cadre aléatoire, vous expliquer les hypothèses qu'on prend pour pouvoir travailler. Donc, ce qui est aléatoire chez nous, c'est la distribution de particules. Donc, ma distribution de particules, je vais la construire à l'échelle 1, et après, je vais appliquer un scaling pour que tout le monde redevienne à l'échelle epsilon. Donc, xn, c'est la position de toutes mes particules. D'accord? Et B de xn, c'est la particule centrée en xn de taille R0, donc à l'échelle. Donc, j'ai trois hypothèses pour mes particules. La première, c'est que mes particules, je veux qu'elles soient dans une couche, donc entre une hauteur 0 et h, au-dessus de sigma 0. Deuxième hypothèse, je veux pas que les particules s'interpénètrent, donc j'ai une distance minimale entre les particules et le plan, que je note delta. Et enfin, je veux que ce processus point qui me donne les centres de mes particules, il soit stationnaire. Et ça veut dire que la loi de distribution de mes particules, que je note de T, ça va être ma loi de probabilité, elle est indépendante de ma variable spatiale. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire intuitivement? Ça veut dire que si je me place en X dans ma couche ou en Y, j'ai la même loi de distribution de particules. C'est ma loi de distribution indépendante de l'espace dans la. Une hypothèse dont j'ai besoin en plus, c'est l'hypothèse que je vous ai mis en rouge ici. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Cette hypothèse, elle concerne la distance à la particule la plus proche, que je note R de Y. R de Y, c'est pour tout point Y, la distance à la particule la plus proche. Et ce que j'impose ici, c'est un moment pour cette distance R dans ma couche. Donc, qu'est-ce que un moment aléatoire? Donc, R, il admette un moment aléatoire M pour encoder. Qu'est-ce que ça veut dire intuitivement? Ça veut dire que je vais pas avoir des portions de ma couche aussi grandes que je veux sans particules, mais avec une probabilité suffisamment faible pour que ce moment aléatoire il existe. D'accord? Donc, R qui n'est pas borné, mais il admet un moment aléatoire qui fait que je peux pas avoir trop de grandes boîtes sans particules. Et c'est ça, et j'en ai besoin par la suite. Donc, une définition qui va être importante pour la suite, c'est la stationnarité par rapport à la distribution de particules. Donc, c'est ce que je vais définir ici. Donc, pour ça, je me donne donc grand oméga, ça va être mon espace de probabilité, c'est l'ensemble des processus points, donc l'ensemble des processus qui me donnent des centres de particules dans la couche. Et sur oméga, je définis un opérateur de translation. L'opérateur de translation, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un set de particules et il le translate. Donc, je prends oméga, un set de particules, et je peux le translater par un vecteur horizontal y parallèle. Pour tout y parallèle, taux y parallèle de oméga, c'est les particules qui sont translatées de y parallèle. Et être stationnaire par rapport aux particules, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je calcule une fonction f en x plus y pour une répartition de particules donnée, c'est la même chose que de la calculer en x avec la répartition de particules qui a été translatée de y. D'accord? Donc, je reste stationnaire par rapport à la répartition de particules données. Et donc, une propriété intéressante de ces processus stationnaires, c'est que quand je calcule leur espérance, donc ça dépend que de x, puisque la loi ne dépend pas de l'espace, et donc l'espérance de f, je peux la réécrire comme l'espérance de n'importe quelle moyenne spatiale de f sur une boîte horizontale. Et ça va me servir dans la suite. Donc, ma dernière hypothèse dont j'ai besoin de stationnarité, j'ai besoin d'ergodicité. Après, on a fini avec les hypothèses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de l'ergodicité? Intuitivement, l'ergodicité, ça veut dire que j'impose à mon processus de distribution de particules des propriétés de décorrélation. Donc, si je me place en X ou en Y et que X et Y sont loin, la répartition de particules est plus ou moins dépendante. Ou en tout cas, elle devient plus ou moins dépendante quand X et Y s'éloignent. Une des manières de bien comprendre aussi l'ergodicité, c'est à travers la conséquence de l'ergodicité que je vous ai mis là, qui est le théorème ergodique de Birkhoff. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si je prends un processus stationnaire et que je fais une moyenne spatiale, donc ça veut dire moyenne spatiale de f, sur un domaine qui grandit, je me retrouve avec l'espérance de f. Donc ça, qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai écrit qu'une moyenne spatiale
sur un domaine grand, c'est pareil que faire une moyenne en aléatoire. Ça veut dire que si je considère un grand domaine, j'ai vu suffisamment de formes d'aléas pour retrouver mon espérance. Et c'est en ça que c'est relié aux propriétés de décorrélation. Donc maintenant que j'ai toutes ces hypothèses, je peux considérer mon ensemble de particules P. Et maintenant, je risquais tout le monde à une taille epsilon. Donc, P epsilon, c'est l'union de toutes mes boules qui sont de taille epsilon. Donc, grâce à ce cadre aléatoire, je peux prouver déjà que mon problème de base, il est bien posé. D'accord? Donc, comment est-ce que je fais ça? Donc, je vous rappelle, epsilon vérifie l'équation de Helmholtz, condition de Romain sur le plan, Dirichlet sur toutes mes petites particules. Et donc, ce que je fais, c'est que je considère une bande donc entre sigma 0 et un plan sigma L. Et je prouve qu'en norme H1, dans cette bande, ma solution, elle est bornée. Et elle est bornée pas n'importe comment, elle est bornée indépendamment de l'epsilon et indépendamment de l'aléatoire. Et ça va être le point de départ de mon homogénéisation, c'est de pouvoir prouver que ma solution, je la contrôle indépendamment de l'epsilon et indépendamment de ma réalisation aléatoire. Maintenant qu'on a ça, on va dérouler une méthode de développement asymptotique. Donc, c'est ma partie suivante. De vous présenter le développement asymptotique multi-échelle qu'on propose pour notre solution. Donc, le développement asymptotique qu'on propose, c'est le suivant. Je me donne un paramètre grand H et je définis deux types de développement au-dessus d'epsilon grand H et en dessous d'epsilon grand H. Donc, en dessous d'epsilon grand H, donc proche des particules, je dis que ma solution U epsilon, c'est une somme de champs proches. UN near field. Les champs proches, ils dépendent de quoi? Ils dépendent d'une variable macroscopique tangentielle, parallèle, et ils dépendent des variables microscopiques, donc x sur epsilon. Ces champs proches, ils sont censés faire quoi? Ils sont censés bien décrire ce qui se passe autour des particules. C'est pour ça qu'ils dépendent de la variable microscopique. Au-dessus d'epsilon grand H, j'ai deux types de termes. J'ai des champs lointains, en rouge, et toujours mes champs proches. Donc les champs lointains, eux, ils dépendent que de x, que de la variable macroscopique. Eux, ils sont censés décrire ma solution loin de la couche. Donc, comme je veux que mes champs lointains décrivent ma solution loin de la couche, la première chose que j'impose sur mes champs proches, c'est que loin de la couche, ils tendent vers zéro. D'accord? Donc, je veux que presque sûrement, pour n'importe quelle distribution de particules, si je vais étendre YD, donc YD c'est XD sur l'epsilon, vers plus l'infini, quand je m'éloigne de la couche, ces champs proches, ils tendent vers zéro, de telle sorte que l'epsilon va bien être approximé par mes champs lointains. Deuxième chose pour ces champs proches, qui est une hypothèse classique en homogénéisation, c'est qu'ils vont hériter de la stationnarité des petites particules. Les petites particules, comme leur distribution est stationnaire, à chaque hauteur, je vais imposer que le champ proche, chaque YD, soit aussi stationnaire. Et donc, maintenant que j'ai mon développement asymptotique, je vais le mettre dans les équations, ça va me donner des équations pour mes champs proches et mes champs lointains. Et c'est ce qui va me permettre de déterminer ma condition limite effective. Donc d'abord les champs lointains. Donc comme on a dit que les champs proches tendaient vers zéro, forcément les champs lointains, ils vérifient la même équation que epsilon, à savoir Helmholtz. Ils vérifient aussi la condition de radiation. Il faut se souvenir que ces champs lointains, ils habitent au-dessus de sigma epsilon h. Ils existent au-dessus de sigma epsilon h. Donc là, il me manque une condition sur sigma epsilon h pour ces champs lointains, et c'est exactement ce qui va devenir ma condition limite effective. Donc comment est-ce que je la construis? Je la construis en regardant les champs proches, en regardant si j'ai des conditions d'existence et d'unicité de mes champs proches qui vérifient les hypothèses que je me suis données, et qui soient stationnaires et qui tendent vers zéro. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, je vous donne les équations vérifiées par les champs proches. Donc pour les champs proches, la variable macroscopique tangentielle, x parallèle, c'est un paramètre. Les champs proches, ils sont posés par rapport à la variable microscopique, donc ils vivent à l'échelle des particules. C'est pour ça que là, les boules, elles sont de rayon R0, donc de taille 1. Donc ces champs proches, donc ils vivent dans cet demi-espace aléatoire où les particules sont de taille 1, et ils vérifient une équation de Laplace. Donc si vous êtes un peu familier avec l'homogénéisation, c'est pas très choquant, c'est comme un correcteur en homogénéisation. Ils vérifient une équation de Laplace, ils vérifient une condition de Neumann sur sigma 0, Dirichlet sur les particules, et là j'ai des sauts sur mon plan en mauve, ici sigma h. Donc pourquoi est-ce que j'ai des sauts de la solution et la dérive normale? Parce que donc dans mon ansatz, je les définis en dessous de sigma epsilon h et au-dessus de sigma epsilon h, mais il n'y a aucune raison que ma solution de sa dérivée normale saute. Donc ces sauts, ils sont là pour assurer que mon développement asymptotique soit continu et que sa dérivée normale soit continue à cette frontière artificielle que je me suis donnée. Donc évidemment, ces sauts, ils dépendent
des champs lointains. Et les autres termes sources de mes champs proches, c'est des champs proches des précédents. Donc UN-1, UN-1. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est étudier cette équation. Est-ce qu'on peut en construire une solution qui soit stationnaire et qui tende vers 0? Et ça va me donner une condition sur ces champs lointains ici, qui va devenir ma condition effective. Donc, c'est ce qu'on fait. Je considère un problème de champ proche générique, que j'ai réécrit sous cette forme un peu plus sympathique, sans les ends, ça. Donc, j'ai mon équation de Laplace dans mon demi-espace infini aléatoire, avec Neumann sur sigma 0, une condition de dérivée homogène sur les particules et des sauts constants aléatoires, sur mon plan. J'ai une source, il faut évidemment qu'elle soit stationnaire, je considère F est stationnaire, et je me demande si un tel problème est bien posé, dans quel cadre. Donc, pour savoir dans quel cadre il est bien posé, on peut un petit peu regarder ce qui se passe en périodique. Donc, en périodique, qu'est-ce qu'on ferait? Le demi-espace, il est aussi infini, mais je peux me ramener à une cellule de périodicité. La cellule de périodicité, à quoi elle ressemble? Elle ressemble à une demi-bande infinie sur laquelle, sur les bords verticaux, j'ai mis une condition périodique, avec une boule dans ma couche. Et ce problème, il est bien posé en périodique dans un espace de Sobolev à quoi ici? Qui correspond à quoi? Donc, le gradient il est L2 de ma bande infinie, mais ma solution, elle n'est pas L2. Par contre, avec ce poids-là, elle l'est. Et à quoi il sert ce poids? Il autorise des conditions constantes à l'infini. Et dans cet espace de Sobolev, la solution, elle est bien posée grâce à une inégalité de Hardy que je vous ai écrite ici. Et cette inégalité de Hardy, c'est pas très compliqué de la prouver. Ça se fait facilement grâce à la condition Dirichlet homogène sur ma particule. Donc, qu'est-ce qui se passe si on veut faire la même chose en aléatoire? Le problème, et ce que je vous ai dit au début sur les hypothèses, c'est que je peux avoir des tailles, des portions de la couche aussi grandes que je veux sans particules. Donc, ma distance entre un point et la particule la plus proche, elle n'est pas bornée. Et du coup, je ne vais pas pouvoir directement prouver une inégalité de Hardy de ce type-là. Mais ce que je vais réussir à faire, c'est prouver ce que j'appelle une inégalité de Hardy aléatoire, où donc j'ai un poids mu ici, comme en périodique, mais ce poids mu, il va dépendre de l'aléatoire et il dépend notamment de la distance à la particule la plus proche. Et donc, j'arrive à prouver cette inégalité de Hardy, et de la même manière que j'ai le Sobolev à point en périodique, je peux définir mon Sobolev associé, si vous voulez. Donc maintenant, dans mes normes, j'ai des espérances. J'intègre sur toute la hauteur de la bande et j'intègre sur une partie finie horizontale de mon espace. Et donc, à quoi il ressemble l'espace de Sobolev? C'est vraiment le pendant aléatoire du périodique. C'est des solutions qui sont à Sherlock. Au lieu d'être périodiques, elles sont stationnaires. Elles vérifient directement sur les particules et elles vérifient cette norme de Sobolev à poids. Et donc, j'ai pas de problème de définition de ce Sobolev à poids grâce au fait, en fait, l'espérance de mu-1 qui va être bornée à une hauteur donnée grâce à cette hypothèse de moment que je vous ai donnée au début de mes hypothèses. Voilà, donc maintenant qu'on a notre Sobolev à poids, on peut écrire notre formulation variationnelle. Donc évidemment, on ne l'écrit pas directement sur U parce que U, il saute sur C. Donc il a un saut constant. La première chose que je fais, c'est que je relève ce saut. Je considère utile, c'est U moins la constante fois l'indicatrice qui vaut 1 au-dessus de H. Et donc ce utile, lui, il est continu, il n'y a pas de problème, il peut être dans mon Sobolev, un Sherlock. J'écris ma formulation variationnelle. Donc en gros, à gauche, j'ai mon grade, et à droite, j'ai mes différentes sources, une source volumique, mon terme Neumann sur sigma 0 et mon saut dérivé normal sur sigma h. Et donc là, on voit que pour conclure, ce qui me manque, c'est un théorème de trace. Et de la même manière que j'ai réussi à montrer une inégalité de Hardy à poids, je peux montrer un théorème de trace à poids avec le même poids mu qui va dépendre de ma distance à la particule. Et grâce à ce théorème de trace, je peux facilement conclure que si mes sources sont dans le bon espace, donc si elles décroissent suffisamment vite à la fois dans la direction transverse et axiale, je vais pouvoir conclure. D'accord? Donc si mu-1,5 fois mes sources sont dans L2, avec des propriétés de stationnarité, il n'y a pas de... D'accord, donc pour le moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prouvé que j'avais un unique utile, où utile c'est U moins une constante, et il était stationnaire. La seule hypothèse qui me manque sur mes champs proches, c'est que je peux les construire tels qu'ils tendent vers 0 à l'infini. Donc si U doit tendre vers 0 à l'infini, utile qui est U moins une constante, doit tendre vers une constante à l'infini.
Donc, ce à quoi on s'intéresse maintenant, c'est le comportement à l'infini de ces termes de champ proche, de ces solutions. Donc, pour simplifier, j'enlève le terme de source volumique. Et pour avoir le comportement à l'infini de ces termes de champ proche, ce que je fais, c'est que je regarde leur représentation intégrale. Donc, je peux facilement, si je me donne une hauteur sigma L, je peux facilement représenter mon champ proche grâce à la fonction Green de l'équation de Laplace. J'ai la dérivée de la fonction Green et file à ses masses. J'ai cette représentation intégrale et à partir de ça, en fait, c'est assez facile de montrer que je tends bien vers une constante, presque sûrement, quand je m'éloigne de la couche. Et cette constante, c'est rien d'autre que l'espérance de ma trace. Donc, c'est l'espérance de la trace sur n'importe quel plan sigma L. Donc, si j'en prends un autre, je peux montrer qu'évidemment, j'ai la même ligne. Donc, c'est vrai presque sûrement, c'est vrai aussi en norme L2. D'accord? Donc, si je calcule l'espérance de utile moins son espérance au carré, ça va tendre vers 0. Et je peux montrer aussi que mon gradient de utile, il tend vers 0. Et il tend vers 0 comme petit taux de 1 sur YD carré. Je vais juste vous montrer en 2 lignes comment ça marche. Donc, je prends la représentation intégrale, je lui retire l'espérance. L'espérance, je peux la rentrer dans une représentation intégrale. Et j'intègre par partie 2 fois. J'intègre 2 fois par partie, je me retrouve ici avec la moyenne spatiale de ma trace moins son espérance. Et un intégrant devant. Et ce qui se passe, c'est que ça, c'est exactement le théorème de Birkhoff que je vous ai donné au début. Une moyenne spatiale sur un grand domaine, ça tend vers l'espérance. Donc ça va tendre vers 0. Et lui, là-bas, il va être intégrable. Et donc, j'arrive à prouver mon théorème. Donc pourquoi est-ce que je vous montre l'idée de la preuve? C'est qu'on se rend compte que, en écrivant la preuve, que si on sait quantifier la vitesse de convergence de ce terme en bleu, si on sait quantifier la vitesse de convergence du théorème de Birkhoff, on aura une vitesse plus rapide de convergence de utile vers sa constante. Et donc c'est exactement ce qu'on écrit. Si on arrive à quantifier comment la moyenne spatiale de la trace tend vers son espérance, donc ici en grand taux de 1 sur moins 1 sur 2, on a directement des vitesses de convergence plus rapides pour utile vers sa constante, et on va voir que ça va jouer un rôle dans les estimations d'erreur. Et donc, c'est un phénomène qui est assez rigolo, en fait, qui nous dit que ce qui détermine la vitesse de convergence de utile dans la direction axiale, donc infinie, c'est entièrement lié aux propriétés de décorrélation de la trace, donc il y a quelque chose de horizontal. Donc on a prouvé que ça tendait bien, utile d'aller tendre vers une constante, donc U va tendre vers également une constante, et on va pouvoir dire qu'on veut que cette constante soit 0 pour avoir une condition effective. C'est si on considère les termes de champ proche un par un. Donc, le premier U0, c'est juste son relèvement, moins la constante fois l'indicatrice. Donc, si on veut que le champ proche tende vers 0, ça nous donne directement que la trace du premier champ lointain doit être nulle sur le plan. Donc ça, si on dézoome un petit peu, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré qu'on est en train d'essayer de construire des conditions effectives pour notre problème de Helmholtz, où il y a des petites particules Dirichlet sur un champ repas. Donc là, on a montré que la première approximation possible, c'est juste imposer Dirichlet à 0 sur un champ au-dessus de l'objet. Donc là, l'onde, en fait, quand elle arrive et qu'elle voit des petites particules Dirichlet, même s'il n'y en a pas beaucoup, même s'il n'y en a pas partout, c'est la seule chose qu'elle voit à l'ordre de 0. Une question. Ouais, bien sûr. Le K2U a disparu parce que quand on fait le scaling en epsilon. Exactement. C'est exactement ça. Voilà, donc évidemment, on ne peut pas s'arrêter à cette condition effective Dirichlet nulle, on aurait pu l'intuiter que ça. Donc, mais on va au cran d'après. Le cran d'après, c'est le champ proche, U1. Donc il y a la constante, la fonction caractéristique. On a la dérivée normale de U0 fois W1. W1, c'est un correcteur qui est comme ça, donc je viens de l'étudier. Donc je sais notamment qu'il existe dans le bon espace de Sobolev à quoi et qui tend vers une constante, C1. Donc si je veux que le champ proche grand U1 tende vers 0, il faut que cette condition en bleu là soit vérifiée. C'est-à-dire que U1, le terme de champ proche U1, il va à C1 fois la dérivée normale de U0 sur sigma epsilon H. Et ça me donne ma deuxième condition effective sur les termes de champ proche. Donc je peux résumer ça de cette manière. J'arrive à construire des modèles effectifs pour les différents ordres qui approximent ma solution. Je n'ai pas prouvé que ça approximait pour le moment, mais on va le faire. Le premier, c'est juste imposer une condition Dirichlet homogène sur un plan au-dessus de l'objet et des particules. La deuxième, c'est un tout petit peu plus fin que Dirichlet. Vous voyez, si je mets epsilon égale 0, là, je retrouve Dirichlet. C'est B epsilon, il vaut epsilon C1 fois la dérivée normale de B epsilon. Donc, c'est une condition de Robin, mais qui ressemble à une condition Dirichlet. Et C1, qu'est-ce que c'est? C'est l'espérance de la trace d'un correcteur. Et il va falloir que je le calcule numériquement plus tard. Donc, j'ai parlé un petit peu des
estimations d'erreur. Donc, les estimations d'erreur, on a voulu montrer deux types d'erreurs. La première chose qu'on a voulu montrer, c'est que effectivement, U epsilon, il est bien approché par le développement à deux échelles que je vous ai montré au début. Donc là, c'est ce que j'ai écrit, la W epsilon. W epsilon, il y a à la fois les champs lointains et les champs proches. Et je vais montrer que U epsilon, il est bien approché par W epsilon en normant dans mon espace. Donc là, je le prouve entre sigma 0 et n'importe quel plan sigma L en normachant. Je montre que c'est un petit taux de epsilon. Le deuxième type d'erreur que je veux montrer, c'est que si j'enlève les champs proches, donc je considère juste mes champs lointains, donc mon modèle effectif, là aussi, j'approche bien ma solution. Évidemment, je ne peux pas l'approcher proche des particules parce qu'il me manque les champs proches, mais je peux l'approcher un petit peu loin des particules. Là, dans la zone assurée, entre sigma L' et sigma L, j'arrive à montrer que l'epsilon, il est bien approché par B epsilon, en petit taux de epsilon. D'accord? Et donc, pour prouver ça, il faut se souvenir de la forme un petit peu de ces champs proches. Les champs proches, je peux les réécrire comme W1, ça c'est un correcteur, moins sa limite, fois un terme de trace des champs lointains. Donc lui, si vous voulez, les B1, c'est des correcteurs qui tendent vers 0. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? Si on écrit l'erreur de epsilon en dessous de epsilon, on le met dans l'équation vérifiée par epsilon, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, l'équation vérifiée par epsilon, c'est Helmholtz, on a notre condition de Robin sur sigma 0, et on a notre condition d'ETN sur sigma F. Donc là, grâce au fait qu'on a bien choisi évidemment nos champs proches et nos champs lointains, plein de termes s'annulent. Donc les termes qui nous plaisent, ce sont les termes epsilon carré, parce qu'on se dit c'est bien parti pour être le petit taux de epsilon, mais on a des termes qu'il va falloir contrôler. Donc là, on a epsilon fois un terme de champ proche, et sur le DTN, on a pareil, epsilon terme de champ proche, et même 1 sur epsilon gradient de grand U. Donc pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que, donc, comment est-ce qu'on obtient notre estimation d'erreur? En fait, notre estimation d'erreur est entièrement liée au comportement des correcteurs vers l'infini. Donc, on a prouvé que les correcteurs, ils tendaient vers 0 à l'infini, et leur gradient tendait comme 1 sur YD carré à l'infini. Donc, si on se place sur une frontière sigma L, pour un correcteur, on est en L sur epsilon, et donc, on a la vitesse de convergence gradient, et on sait que le correcteur tend vers 0. Et grâce à ça, c'est ce qui nous suffit pour montrer nos estimations d'erreur. Donc pourquoi déjà c'est intéressant en soi. En fait, l'ordre de l'erreur elle est entièrement déterminé par la vitesse de convergence des correcteurs vers l'infini. Et on a dit que la vitesse de convergence des correcteurs vers l'infini est entièrement entièrement liée aux propriétés de décorrélation de la trace des correcteurs. Donc ça nous dit que si je sais montrer encore une fois que ma trace elle se décorrèle à une vitesse donnée, je vais pouvoir avoir des estimations d'erreur qui sont meilleures. Donc là, c'est ce qu'on arrive à prouver. On est en grand taux de epsilon 3,5. Et il faut savoir que c'est des estimations qui sont optimales. Vous ne pourrez pas construire de solution déterministe qui approche ce problème aléatoire d'une meilleure manière que epsilon 3,5. Donc, comment est-ce que ça marche ce côté... maintenant, voilà, ce qu'il faut prouver, c'est cette expression en rouge, là, comment est-ce qu'on montre quelque chose comme ça? Et c'est ça qui s'appuie sur les travaux d'Antoine Gloria ou Scott Armstrong, et toute cette vague de travaux sur l'homogénéisation stochastique quantitative. L'idée, c'est qu'on ne peut pas se contenter de stationnarité et ergolicité, il faut un peu plus, supposer un peu plus sur notre distribution de particules. Qu'est-ce que ça veut dire un peu plus? Ça veut dire qu'il faut supposer une hypothèse de quantification de l'ergodicité. Donc ici, je vous l'ai mis ici juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Cette hypothèse de quantification de l'ergodicité. En fait, il faut le voir comme, donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que n'importe quelle fonction de la distribution de particules, elle vérifie cette inégalité. Donc, cette inégalité, il faut le voir comme une inégalité de points carrés. Variance d'une fonction, c'est son écart à la moyenne. Donc, exactement comme un point carré vertigeur. Donc, la norme de l'écart à la moyenne, c'est borné par la norme du gradient au carré. Et c'est exactement ce qui est écrit ici. Là, on a le gradient au carré et on a la norme. Qu'est-ce que ça veut dire gradient par rapport à l'aléatoire? C'est toute la question. Donc, il faut calculer la sensibilité d'une fonction qui dépend de mon processus de distribution de particules à l'aléatoire. Ce que je vais faire, c'est que je vais bouger un petit peu mes particules aléatoires, voir ce que ça fait sur mes solutions, et je vais appeler ça gradient. Et donc, c'est comme ça qu'on trouve cette estimation-là. Donc,
Mon expression rouge de tout à l'heure sur la décorrélation de la trace, je peux la réécrire sous forme de variance, d'accord, parce que c'est une expression dans son espérance. Et donc, il suffit que j'applique à mon hypothèse, à cette intégrale-là, pour avoir mon estimation. Et donc, juste pour vous montrer la croissance des gradients, donc là, la première chose qu'il faut faire, c'est estimer le gradient. Et donc, exprimer le gradient de mon intégrale, c'est regarder ma solution sur une boîte avec les petites particules qui ont bougé par rapport à ma solution pour que quand les particules n'ont pas bougé. Je prends une portion rouge de couche là, je modifie un petit peu mes particules comme je veux. En dehors de ma boîte rouge, mes particules elles ne bougent pas. Je calcule ma solution pour la boîte modifiée, moins la solution quand elle n'est pas modifiée, et ça me donne mon gradient aléatoire. Et donc, j'arrive à prouver que je peux le borner par mon gradient modifié, par le gradient d'une fonction auxiliaire qui ressemble à ça. Et avec ça, je conclus, j'applique mon hypothèse, je me retrouve avec l'espérance de mes deux normes, la norme de mon problème adjoint. Je fais un holder et je m'en sors. Évidemment, comme je fais un holder, il faut que j'arrive à prouver des moments d'ordre élevé de mes correcteurs et de mon problème adjoint. Et donc, le déroulé de la preuve, il se fait comme ça. Appliquer, déjà se donner une hypothèse quantitative, l'appliquer à l'intégrale d'intérêt, et ensuite on a des résultats d'ordre élevé à montrer, mais c'est comme ça que les résultats sont. Je vais vous parler un peu je vais vous montrer maintenant un peu de simulation numérique. Donc la première chose qu'il faut simuler, c'est le milieu aléatoire. Le milieu aléatoire, c'est un processus point, c'est le centre des particules. Donc, on a choisi un processus point de Poisson, hardcore. Hardcore, ça veut juste dire les particules ont une distance minimale entre elles. Donc, comment est-ce que je simule un processus de Poisson? Je me donne une densité ρ de particules. J'ai une portion de couche. Je calcule la densité moyenne de particules que ça me donne dans cette portion de couche. Et ça me donne le paramètre de la loi de Poisson que suit le nombre de particules. Donc, je tire un nombre de particules, je les place aléatoirement dans ma boîte. Et j'enlève celles qui ne vérifient pas la distance minimale. Évidemment, je les enlève pas comme ça, je les enlève, il y a un processus aléatoire pour les enlever. Mais à la fin, j'ai un processus point dont les boules ne s'interpénètrent pas. Une fois que j'ai mes petites particules, je peux simuler mon correcteur. D'accord? Le correcteur, c'est ce qui va me permettre de calculer la constante de mon modèle effectif, et c'est ce qui va me permettre de calculer mes modèles effectifs. Donc le correcteur, il vérifie l'équation de la place, mais c'est dans un demi-domaine infini qui est aléatoire. Première chose, il va falloir que je borne mon domaine. Donc, comment est-ce que je le borne? Donc, classiquement, en modélisation stochastique, on borne notre domaine en mettant des conditions au bord périodique. Donc, c'est ce que je fais. Je prends un grand domaine, une grande portion de mon domaine, et sur mes bords verticaux, je mets une condition périodique. En haut, j'ai un opérateur DTN, et donc, comme j'ai mis des conditions au bord périodique, j'ai une décomposition modale explicite de mon opérateur DTN, donc je peux choisir le nombre de termes je peux choisir un nombre de termes suivant une erreur que je me donne pour tronquer cet opérateur DTN. Donc là, je vous ai mis deux réalisations différentes pour deux densités différentes de correcteurs. Donc ça ressemble à ça. Donc à gauche, c'est 0,1 et à droite, c'est 0,4. Donc vous voyez qu'ils n'ont pas le même comportement à l'infini suivant la densité de particules qu'on se donne. Maintenant qu'on a notre correcteur, on peut calculer l'espérance de la trace. Donc, l'espérance de la trace, nos correcteurs, c'est quelque chose qui est stationnaire. Donc, c'est pareil de calculer l'espérance de la trace que l'espérance de n'importe quelle moyenne spatiale de la trace. Donc, c'est ce que je vais faire. Et pour avoir l'espérance, je fais un algorithme de Monte-Carlo. Donc, j'approxime l'espérance en faisant plusieurs réalisations et en moyennant sur les différentes réalisations. Donc là, j'ai deux paramètres. J'ai la taille de ma boîte, grand R, et le nombre de simulations que je fais. Et donc, je peux ajuster grand R et grand N pour calculer mon coefficient et pour accélérer ma vitesse de convergence vers le bon coefficient. Donc, il n'y a pas vraiment de règle stricte pour choisir grand R et grand N, c'est un peu heuristique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie qu'on a bien convergé, qu'on calcule bien la bonne constante. Donc là, je vous ai fait deux plots qui confirment ça. Donc, en abscisse, c'est la taille de la boîte. Donc, c'est grand R. Et en ordonnée, c'est la constante. Donc à gauche, il y a 100 réalisations en vert et 500 en rouge. Et on calcule pour chaque taille de boîte la constante qu'on obtient avec notre algorithme de Monte-Carlo. En gros, pour une taille de 1500, on est arrivé à quelque chose de
satisfaisant. En fait, on n'a pas besoin de faire beaucoup de réalisations pour avoir cette constante. Théoriquement, grâce à l'ergodicité, pour une seule réalisation, si la boîte est suffisamment grande, ça marche. On a voulu vérifier ça. Donc là, c'est 3 différentes simulations. Donc, il n'y a pas de Monte Carlo, c'est juste une seule. Ça marche aussi, évidemment, mais pour des tailles beaucoup plus grandes. Et donc, on peut paralléliser, utiliser Monte Carlo. Donc, évidemment, ce qu'on va faire, c'est plutôt à gauche. Mais ça marche évidemment. Vous voyez, mais là, en gros, pour une taille double, une seule réalisation, ça suffit. Donc, une fois qu'on a notre C1, on va pouvoir calculer nos modèles effectifs et les comparer à une solution de référence. Donc là, je vous ai mis un plot de solution de référence, U epsilon, pour une densité de particules de 0,4. Donc, je ne le fais pas pour une source, je le fais pour une onde incidente qui arrive sur le plan. Donc là, c'est une onde qui arrive avec un nombre pi sur 4, comme ça, et elle rebondit. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle part dans l'autre sens. C'est pas surprenant, puisqu'on a prouvé plus tôt, que le comportement de la solution, c'est comme si on avait mis Dirichlet 0 sur un plan, donc ça rebondit totalement, donc ça repart à moins pi sur 4. Dans ce cas simple, on peut calculer explicitement en fait mes deux modèles effectifs. Là, j'ai mon onde incidente, et là, j'ai mon onde qui a rebondi, avec un coefficient de réflexion, là, R1 et R2, que je peux expliciter, qui dépendent de grand H, c'est la hauteur à laquelle je mets ma condition effective, et de epsilon et de C1. Donc, vous voyez que le premier modèle, c'est juste moins l'exponentielle. Et le deuxième modèle, vous voyez que si C1 il augmente, on va changer complètement ce coefficient de réflexion, et c'est un peu cet effet que rechercher le CE. Donc, on a notre solution de référence, on peut calculer nos solutions effectives. Donc là, je vous ai mis 2 erreurs. Donc, l'erreur avec juste le premier terme moins 1 et l'erreur avec U0 plus epsilon nu1. Vous voyez qu'on a bien divisé par 10 l'erreur. Vous voyez aussi que la décroissance de l'erreur, elle n'est pas uniforme le long de la couche. Parfois, on a des gros endroits où l'erreur décroît plus lentement, et ça, c'est vraiment dû à l'aléatoire. En périodique, les correcteurs, ils décroissent exponentiellement vers 0. Donc, on n'a pas ce souci. Et on a également vérifié quantitativement qu'on avait les bons ordres de convergence qu'on avait prouvés avec les estimations d'erreur. Donc, je l'ai pas fait sur les solutions elles-mêmes, mais sur les coefficients de réflexion. Donc là, je trace l'espérance de la distance des coefficients de réflexion. Je trace en fonction de K epsilon. Et c'est une échelle log, hein, pour les deux ordres donnés. Donc ça, c'est le premier champ lointain, et ça, le premier champ lointain, et ça, U0 plus epsilon U1. Donc pour deux densités différentes, donc on voit que le modèle d'ordre 1, il a une pente 1, et le modèle d'ordre 2, il est censé avoir une pente 1,5. Donc on le retrouve bien 1,5 pour 0,1. Pour 0,2, 0,4, c'est un petit peu moins bien, mais 1,30, moi je trouve ça quand même acceptable. Et en fait, c'est pourquoi est-ce qu'il n'est pas exactement à 0,5, c'est que 1,5, pardon, c'est que les erreurs dans ce cas-là sont plus petites. Quand on met plein de particules, ça ressemble beaucoup plus à un Dirichlet homogène, et donc les erreurs sont plus faibles, et donc c'est plus dur de contrôler les éloigner d'une erreur numérique, d'une erreur d'approximation, etc. Pour finir, je voulais vous montrer quelques simulations que Pierre Boulogne a fait. Donc Pierre Boulogne, on le co-encadre avec Sonia dans une thèse également avec le C sur un problème qui est similaire. L'idée maintenant, c'est donc on oublie les petites particules. Par contre, on a toujours nos couches de matériaux, et ces couches de matériaux, elles sont pas lisses dû à des problèmes d'usinage ou de défaut, et donc elles ont des petites aspérités. Donc cette fois-ci, ce qu'on considère, c'est Helmholtz hétérogène, qui a deux coefficients là. Et ces deux coefficients numéros, ils dépendent de la petite échelle. Donc, c'est une surface aléatoire. Et donc, Pierre, il a pu développer la même méthode, mais sur une forme quelconque. Donc, cette forme quelconque, on n'est plus en approximation plan. Donc là, c'est une simulation de la solution de référence qu'on obtient pour le cas elliptique. Donc là, vous voyez, il y a la petite surface aléatoire tout autour, la petite couche aléatoire tout autour. Et donc, on peut dérouler la même méthode et construire des modèles effectifs aux différents ordres. Donc, pour l'ordre 1, c'est également Dirichlet sur une surface loin de l'objet de ses couches. Pareil pour le modèle ordre 2, donc on met quelque chose qui ressemble à Dirichlet et du Robin, mais qui ressemble à Dirichlet avec delta C1, où C1, c'est la limite d'un correcteur. Donc, cette fois-ci, le correcteur, c'est pas laplacien, c'est Diminurat. On vérifie ces équations-là. Donc là, je vous ai mis des petits maillages de couches aléatoires. Et donc ça, c'est un bout de la boîte de W1. Évidemment, elle est beaucoup plus grande. Et pour qu'on puisse voir quelque chose.
On a fait aussi des cas défauts, modélisation de défaut, où la couche est uniforme ou périodique et de temps en temps, elle a un défaut. Donc, là, c'est la solution associée. Et donc, on peut calculer les modèles effectifs dans ce cas-là, donc d'ordre 1 et d'ordre 2, calculer la différence. Donc ça, c'est des plots d'erreurs, qui représentent des erreurs. Donc à gauche, vous voyez, donc si on regarde, je peux pas les mettre à la même échelle, sinon lui, il est tout bleu, on voit rien. Mais donc, on voit bien que l'erreur, elle est divisée par 10, entre 1 et 0,1. Si on se place un peu plus loin de l'objet, donc ça, c'est un cercle un peu plus loin de l'objet, c'est encore plus marquant. Donc là, on est à 10-3, alors que là, on est à 10-1. Donc on réduit vraiment significativement l'erreur avec le modèle effectif d'ordre 2. Et on peut également tracer des plots de convergence. Donc cette fois-ci, c'est avec la norme de la solution en norme H1, où là, où la différence des traces, ça revient au même. Et donc, on retrouve donc une pente d'ordre 1 et une pente d'ordre 1,8. Voilà. Pierre, il a aussi réalisé d'autres formes que elliptiques. Par exemple, là, un cône de glace. On peut faire les mêmes expériences et on retrouve on peut tracer nos plots quantitatifs. Donc là, c'est 1,35. C'est un peu dégradé par rapport à avant, mais c'est parce que là, l'onde incidente, elle arrive pile là, et ça ressemble à un coin, et l'onde, elle n'est pas les coins. Donc, lors de convergence, on est un peu dégradé. Et enfin, on a fait des cas un peu plus complexes. L'idée, c'est qu'on aimerait bien se rapprocher, on a essayé de considérer le 3D. Pour considérer le 3D, il faut déjà définir ce que ça veut dire être stationnaire sur un objet 3D ou périodique, ce qui n'est pas quelque chose d'évident. Il faut définir le coefficient par patch. Et donc, le coefficient qu'on considère à la fin va dépendre non seulement des variables microscopiques, mais aussi de la variable curviline macroscopique. Et donc, là, Pierre, il a fait un cas 2D d'un tel coefficient, nu, donc il y a aussi le rho qui dépend comme ça. On a à la fois nos aspérités aléatoires tout le long et à la fois une dépendance le long de l'axe curviline. Et on arrive à calculer, à refaire la même chose. Mais là, ce dont il faut se rendre compte, c'est que dans cette situation-là, il va falloir résoudre. Le problème de correcteur va dépendre de cette abscisse curviligne S. Donc, il va falloir calculer la constante pour beaucoup de S. Et la constante, elle se calcule via un algorithme de Monte-Carlo sur ces très très grandes boîtes. Donc on a à la fois que un seul correcteur, c'est déjà lourd à calculer. Une collection de correcteurs pour faire Monte-Carlo, c'est encore plus coûteux. Et là, on a la surviving qui rentre en jeu. Donc, ce qu'on est en train de mettre en place avec Pierre, c'est des méthodes de réduction de modèles. Donc, il y a une question à la fois sur le sampling des couches aléatoires qu'on choisit pour faire notre Monte Carlo. Donc, réduire la variance de cet algorithme de Monte Carlo. Et à la fois une question de réduction de modèle à une couche donnée, quel S je choisis pour bien approximer mon C1 de S. Voilà. Et donc, malgré tout, là, en tout cas, dans ce cas 2D, c'est ce que Pierre a mis en place, et on retrouve, on calcule notre CR de S, on calcule le modèle effectif, et on retrouve donc une pente de 1 et une pente de 1,8 pour notre modèle d'ordre 2. Donc on était très satisfait de ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a construit une condition au bord effectif qui approxime notre objet plus la couche à un ordre 3,5 en prouvant la quantification des erreurs. Ce qui est important, c'est que cette condition effective, elle est déterminée, donc elle ne dépend pas d'une réalisation donnée, mais par contre, évidemment, elle dépend de la loi parce qu'il y a une espérance sur mon coefficient. Donc, si je change de loi, je vais évidemment changer les perspectives. Donc, je ne vous ai pas parlé ici du Kahneman, on a aussi travaillé sur le Kahneman avec Sonia. Donc, qu'est-ce que c'est le Kahneman? C'est mettre une condition de Neumann au bord des particules. Et donc là, les problèmes, ils sont différents. Le premier problème, c'est que le correcteur que nous construisons en 2 dimensions, il va pas être stationnaire, donc on va pas pouvoir dérouler notre théorie. On est directement bloqué par le fait que le correcteur n'est pas stationnaire. Pour qu'il soit stationnaire, il faut passer en 3D. Et donc, il y a une question de qu'est-ce qu'on fait en 2D,
comment on construit notre émission effective en 2D, on peut quand même le faire. Les perspectives sur le cas couche rugueuse, c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment considérer le 3D avant de pouvoir piquer. La première, c'est qu'il faut les définir par patch, les nus et les rows, et on les remet par des partitions d'unité ensemble. Et donc, il faut comprendre comment implémenter numériquement des modèles d'ordre réduit, à la fois sur l'aléatoire, à la fois sur les paramètres, pour pouvoir calculer C1, parce qu'en 3D, ça va être indispensable. Et enfin, voilà, l'objectif, ça serait quand même de considérer Maxwell, puisque c'est en tout cas pour le niveau applicatif, c'est l'idée initiale. Après, nous, déjà, et moi, ça nous a beaucoup amusé de faire ça, mais eux, j'aimerais bien qu'on passe Maxwell. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez essayé de comparer avec le cas périodique? Parce qu'il y a aussi quelle erreur il y a? Oui, alors, si l'intensité. Bien sûr. Alors, donc, du coup, le cas périodique, ce qu'on peut faire, c'est, contrairement à l'aléatoire, on peut construire des modèles de tout ordre. Et donc, on a construit des modèles de tout ordre en périodique jusqu'à, je crois, 5 ou 4. On retrouve bien les pentes données. Et effectivement, ce qu'on a essayé de faire, c'est comparer à une densité donnée si on avait le même comportement. Et en fait, il me semble que ce qu'on trouvait, c'est qu'en périodique, il fallait une densité vraiment très forte pour obtenir, enfin, il fallait une densité plus importante pour obtenir les mêmes taux de coefficient de réflexion qu'on obtenait. Mais en fait, du point de vue applicatif, il faudra en mettre beaucoup plus que ce qu'on fait pour obtenir les effets qui intéressent sincèrement le CER. En fait, il faudra faire plutôt des nuages de particules à certains endroits et des trous et des nuages, etc. Mais d'un point de vue mathématique, c'est beaucoup plus complexe de considérer comme ça des nuages parce que nous, on a vraiment une condition asymptotique de petites particules devant la longueur d'onde. Si je prends un nuage, il faut qu'il reste petit devant la longueur d'onde, sinon je sais plus le faire. Mais du coup, ouais, on a fait une étude numérique sur tracer en fonction de la densité, les coefficients de réflexion à la fois en périodique, à la fois en aléatoire, et voir leur comportement quand la densité augmente. Mais ce qui intéresse aussi, c'est quand les longueurs d'onde sont de la tête des particules, et ça, c'est pas bien. Bah, dans ce cas-là, pas trop. Elles sont, on était vraiment dans leur, l'idée, c'est du design c'est eux-mêmes qui designent, leurs matériaux. Donc, c'est vraiment des tout petits motifs qu'ils ajoutent eux-mêmes, soit sous forme de particules, soit d'ailleurs sous forme même de motifs sur les couches de matériaux. Et ils regardent l'impact sur le nombre d'infantiles. Et donc, en tout cas, le régime asymptotique, c'est eux qui nous l'ont fait. Donc, la première partie, les conditions absorbantes, on fait tout ça en géométrie plane, en fait. Et après, par exemple, quand il y a des singularités géométriques qu'on utilise numériquement, localement, les conditions théoriques pour définir ces conditions absorbantes, elles sont quasiment déjà plus là, quoi. C'est gênant, c'est pas gênant. Donc, nous, on considère, en tout cas, théoriquement, on a toujours considéré qu'on est smooth, hein. On n'a jamais considéré qu'on se rapproche d'un point, parce que si on se rapproche d'un point, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Pour Maxwell en 3D, les singularités de points, les singularités de points, c'est ça, luminal. Voilà. Donc, nous, on veut pas. Les singularités luminales. C'est une singularité très, très forte. Oui, bien sûr. Pour reprendre les développements, en fait. Exactement, voilà. Donc, non, Sonia, elle a une activité là-dessus sur les points. Mais nous, moi, je m'approche pas des points. Ils sont smooth. Les points sont pointus. Non, enfin, voilà. Donc, ça explique pourquoi l'ordre de convergence, il était dégradé. Après, je sais, on s'en est pas, enfin, c'est pas ça qui nous intéressait. Enfin, on voulait pas commencer à vouloir traiter des. Depuis 3D, quand c'est Maxwell, c'est les points qu'on voit, c'est les points, c'est les singularités qu'on voit le plus. Ouais. Qui rayonnent le plus souvent. C'est vrai. C'est l'approche, quoi. Oui, non, bien sûr. Après, ce qui nous intéressait, c'était vraiment l'ajout des particules dessus, mais donc on s'intéressait pas. On en est conscient. On ne met pas des petites billes sur les points, de toute façon. Je sais pas, mais je suis d'accord, mais d'ailleurs, je comprenais même pas ce qu'on faisait avec les points, d'ailleurs, cette question. Pas d'autres questions. Merci beaucoup encore.